Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Si vous voulez nous suivre et nous encourager, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi sur votre plateforme audio préférée, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. C'est au choix. En tout cas, ça nous fait plaisir également de partager avec vous. Envoyez-nous vos commentaires, vos questions. Tout ce que vous voulez, on vous répond. On répond aussi en live sur ce podcast. On vient de vivre le match. J'espère que vous avez apprécié si vous êtes en Europe. Le match contre les Charlotte Hornets qui était à 18h heure française ou heure d'Europe de l'Ouest. On va en reparler aujourd'hui avec mes deux acolytes, à commencer par Quentin. Salut Quentin. Salut Barn, salut tout le monde. J'ai l'impression que ça fait 4 ou 5 podcasts de suite que on se retrouve dans les mêmes conditions, en étant bien frustré. Pas forcément inquiet, mais bien frustré. Il commence à en avoir marre, mais bon, c'est toujours plaisir de vous retrouver, les gars. Salut tout le monde. Salut Quentin. Et puis on est avec Nico. Salut Nico. Ouais, salut tout le monde. Là, on est juste après le match. Donc, si vous entendez nos voix un poil dépitées, c'est parce qu'on est vraiment juste après le match. Donc, on réagit plus qu'à chaud. C'est vrai, c'est notre premier débrief à chaud de tout à Howdy Mavs. Il faut le dire pour ceux peut-être qui ne savent pas. C'est la première fois qu'on enregistre vraiment après. Ça nous tenait un peu à cœur vu que c'est un match spécial. 18h en semaine, ça arrive une fois tous les 10 ans. Donc, c'était l'occasion pour nous. Ouais, puis c'est une journée spéciale quand même. Hein. C'est Martin Luther King Day. C'est aussi pour ça qu'il y a le match. On l'a pas évoqué, mais c'est aussi pour ça qu'il y a le match plus tôt. Donc, journée spéciale, on va dire émission spéciale. Voilà, on vient de vivre cette défaite des Mavericks 110-105 sur le parquet des Charlotte Hornets. On va revenir sur cette défaite un peu frustrante dans cette émission. On va aussi parler de la victoire des Mavs contre OKC. C'était il y a 2 jours. Celle-là, elle a fait vraiment du bien. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette rencontre-là. Et puis, on va parler un peu de trade. Il y a des petites rumeurs là qui circulent. Donc, en fin d'émission, restez avec nous parce que on va parler de quelques joueurs qui sont un peu dans les médias, actifs dans les médias. Bref, allez, on commence avec cette défaite frustrante là, de 5 points sur le parquet des Hornets. Encore une défaite qui s'est dessinée dans le clutch. Les Mavs avaient ce match franchement à la mi-temps. Ils auraient dû être en avance. Ils se font remonter dans la dernière minute avec des 3 points de Charlotte. On a l'impression que Charlotte, en fait, ils se faisaient dominer et puis revenaient en un éclair avec des tirs extérieurs. Quelle frustration. Mais dans le clutch, c'est surtout les Mavs qui font des pertes de balles un peu frustrantes. Quentin, ces dernières minutes, on en revient toujours à ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, effectivement, le quatrième quart-temps, les dernières minutes, donc le clutch time est mal géré, il y a des pertes de balles bêtes, mais de manière générale, sur l'intégralité du match, le premier truc qui ressort, c'est le fait que notre adresse, elle est vraiment affreuse, alors que les Hornets ont une bonne adresse, ils sont à 43-44%, ce qui est quand même excellent pour une équipe en NBA, et nous on est à 6 sur 32, et si on enlève Kyrie, 3 sur 24, donc genre 12-13%. C'est compliqué de gagner un match dans ces conditions, donc c'est serré parce qu'en face c'est les Hornets, que normalement voilà, c'est une équipe qui est bien inférieure à nous, mais qu'est-ce que c'est frustrant de le perdre ce match, quoi. C'est vraiment super frustrant. Après, les Mavs compensent avec des points dans la peinture qui sont largement dominants dans la peinture. 60 points dans la peinture pour les Mavs. Cette formule, quand même, elle aurait pu gagner au final. Ouais, bon, on a eu un Daniel Gafford de gala. Hein. On a eu un Daniel Gafford de je ne veux pas être transféré de Dallas mode là. Après, super match des deux côtés du terrain pour lui. Moi, je regrette juste les absences de Derek Lively notamment, parce que je trouve qu'il était complètement cuit à la fin de Daniel Gafford. Il a beaucoup donné et il manquait de relais sur le banc. Je disais avant que tu arrives, Bernard, je disais à Quentin, peut-être qu'avec Lively on aurait gagné ce match, quoi. J'ai l'impression qu'on aurait pu les plier encore plus à l'intérieur qu'on l'a fait, et les absences on les a payées très cher, quoi. Mais grand match de Daniel Gafford, et je suis encore plus frustré de la défaite pour lui en fait, qui fait son record en carrière.
Il aurait mérité une victoire pour aller avec cette très belle prestation. Je pense clairement qu'effectivement, on le gagne avec Lively parce que, comme tu dis, là, il joue 34 minutes, donc il n'est pas habitué du tout à jouer autant avec nos Mavs. Lui, il est plutôt sur un format 20 minutes à jouer à fond, à se donner à fond, ce qu'on adore chez lui. Mais du coup, là, sans Lively, on a poussé les minutes et du coup, il était un peu cuit. Et les minutes où on était sans lui, c'était compliqué. Je pense notamment à un rebond offensif, un putback dunk de Bridges dans le 4e quart-temps où il n'y a personne qui fait ne serait-ce qu'un box-out pour essayer de le contenir. C'est 2 points gratos et là on pâtit du fait qu'on n'avait pas de défenseur, alors qu'en face on a réussi à faire prendre des fautes assez rapidement à Williams, ce qui fait qu'il a été assez limité, donc il y avait clairement moyen de jouer sur la différence de taille, ce que Gafford a fait, mais bon, un seul pivot c'est trop juste, donc ouais, là il nous manque pas grand chose pour le gagner ce match, hein. Vraiment, tu mets un peu d'adresse en plus, on le gagne. Lively on le gagne, Luka on le gagne, enfin voilà, mais on le gagne pas et c'est giga frustrant. Ouais, si vous n'avez pas vu le match, Williams, regardez les stats, vous avez l'impression qu'il a fait un super match. La réalité, c'est qu'il met tous ses points en rebond, il les met dans les 5-6 dernières minutes. Et dans tout le reste du match, il est archi dominé. Voilà, mais rotation trop courte, on est fatigué, on est épuisé, on fait des erreurs. Gafford, même Kyrie, Clay. Et voilà, et c'est ce gâchis, pour moi, c'est ce gâchis de fin. Et j'aime pas me cacher derrière les absents, mais quand même l'impression que les rotations étaient courtes. Il nous manquait de la réussite extérieure. Comme tu disais, Quentin, ça nous a manqué pendant tout le match. Mais il nous a manqué un peu de jus aussi pour éviter des erreurs bêtes, en fait. Et on perd le match là-dessus, en fait. On perd le match sur les erreurs bêtes. Et puis aussi sur la réussite de Miles Bridges à 3 points, qui fait une belle soirée. Je vais pas regarder ses chiffres au final, mais il a enquillé le coquin. Bridges, il a 4 sur 7. Smith Jr., il a 5 sur 8. Et Lamelo a 5 sur 10. C'est... Ouais, le seul qui est nul, c'est un ancien Maverick, c'est Josh Green, 0 sur 4. Voilà, ça change pas. Mais sinon, les autres, ils étaient très bons à 3 points. Et c'est dur de gagner dans ces conditions-là. Enfin, bref. J'ai l'impression qu'on refait l'émission de la dernière fois où les Mavs avaient perdu contre New Orleans et que Gafford avait fait un match monstre. On avait parlé de ses 27 points dans le match contre New Orleans, c'était son record en carrière. Et là, il bat son record en carrière, donc 31 points aujourd'hui. Mais c'est pas que les points, hein. Il est à 7 contre, 15 rebonds. Il est à 7 sur 7 au lancer franc. Un match de gala pour Daniel Gafford. On va parler en fin d'émission. Je sais pas si s'il avait envie de rester à Dallas ou si c'est une bonne chose pour les Mavs, peut-être pour les trades. Mais en tout cas, Daniel Gafford, le meilleur match de sa carrière, peut-être. Et puis à nouveau 8 rebonds offensifs. Hein. Encore une fois, les rebonds, c'est sûr que c'est une stat intéressante, mais les rebonds offensifs, c'est là où vraiment ça se bat énormément et ça apporte des points concrètement. Il en chope 8, encore ce soir. Donc son match est vraiment très très bon. C'est sûr qu'il doit taper dans l'œil de pas mal de franchises autour de la ligue, hein, qui voudraient avoir un poste 5 en sortie de banc. Et là, il l'a encore une fois confirmé lors de ses derniers matchs. Moi, ça me fout juste les boules pour lui qu'il sorte un match aussi bon et qu'il puisse pas le profiter concrètement avec une victoire. Quand tu sors ce genre de match à plus de 30 points, je veux dire, il est en NBA depuis 7 ans, un truc comme ça. Première fois qu'il passe les 30, il faut que ça soit dans une défaite. Et pour le coup, il est pas pour grand-chose. Hein. Il finit avec 0 paire de balles d'ailleurs. 0 paire de balles, c'est le seul qui en perd aucune dans l'équipe. Il a été irréprochable sur ce match, Gafford, si ce n'est qu'il n'a pas le cardio, mais on ne peut pas lui reprocher. Donc, chapeau à lui. Il n'a pas le cardio, mais quand il est sur le terrain, il se donne à fond. Non, à chaque fois, il sprint. Il n'a pas le cardio pour tenir en fait 35-40 minutes. À ce rythme-là. Il est habitué à jouer 20 minutes et les 20 minutes, il est tout le temps à 100% et c'est ça qu'on aime chez lui. Donc en fait, j'ai pas envie qu'il ait un cardio pour tenir 35-40 minutes à ce rythme-là. C'est pas possible et c'est pas ce qu'on lui demande. Quand on a un live libre, on a juste besoin de 20 minutes de Gafford à fond et c'est trop bien. Là, on a juste vu la limite, mais on voit aussi ce que ça fait. Si tu donnes plus de 30 minutes par match à Gafford, il peut te sortir des sacrés perfs. C'est intéressant pour les general managers des équipes adverses, comme vous disiez, de voir que Gafford positionné en tant que titulaire, voilà ce qu'il s'est donné à une équipe. Il peut mettre jusqu'à 30 points, il met ses dizaines de rebonds. Il fait 5 ou 6 contres aussi. 7 contre. 7 contre au final. 7 contre entre ceux qui met et ceux qui met quasiment. Et du coup, il change la trajectoire du tir rien que par sa présence. Il a vraiment été intéressant, quoi.
Moi, je vais apporter un peu de positif aussi à cette émission, là, même si la défaite est frustrante, en retenant aussi le baume de Omax Prosper. Là. On s'inquiétait, enfin, on était plus qu'à s'inquiéter. On se désespérait en fait de le voir un peu sortir des prestations un peu de qualité dans le peu de temps de jeu qu'on peut lui donner. Bah là, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Il était pertinent dans son jeu. Il a rien forcé, ce qui est normal, mais il a rien forcé dans le jeu. Il a pris ce que le jeu lui donnait. Il était présent au rebond. Il a fait une ou deux bonnes passes aussi. Il était intéressant, Max. Mais bon, une nouvelle fois, ça n'a pas suffi. Ouais. Intéressant dans son intensité, je trouve que. D'ailleurs, à la fin, là, Kidd le met sur le parquet pour la dernière minute. Même en défense, donc, Kidd lui fait confiance. Bah, avec une rotation aussi courte, évidemment, il a des minutes à prendre, il a des choses à montrer. C'est effectivement sympa ce qu'on a pu voir ce soir. J'aime beaucoup les 8 rebonds en 20 minutes. Après, les 2 tirs à 3 points qui manquent, ça confirme le fait que, pour moi, son shoot est vraiment pas fiable du tout parce que les tirs sont quand même ouverts et c'est dommage. Après, les 2 autres paniers qu'il met sous le panier, notamment. Voilà, il s'est bien battu, etc. Donc, c'est cool. On va voir ce que ça donne sur les prochains matchs parce que c'est possible qu'on soit encore réduit au niveau de la rotation et qu'il ait à nouveau des minutes. Mais au moins, pour sa confiance personnelle, c'est un match qui peut lui faire du bien. Après, bon, c'est juste 6 points, 8 rebonds. Ça ne change pas, je pense, la destination finale d'ici une saison ou 2 au maximum. Mais c'est cool pour lui quand même. Bon, dans le positif, on est obligé de citer Kyrie Irving, hein, quand même. C'est son 3e match après sa blessure. Et il confirme sa forme. Hein. Bon, il a joué 40 minutes, 33 points et 11 sur 24. C'était un match très, très bon de Kyrie. C'est dommage que dans le clutch, il n'ait pas réussi à faire son 4e quart-temps qu'on lui connaît. Mais Kyrie Irving, gros positif. Là. King of the Fourth quand même, hein. Effectivement, il y a un peu de déchets à la fin, mais enfin, c'est lui qui crée une certaine avance pour les Mavs en enchaînant 2 tirs à 3 points, générant une feinte à 3 points aussi sur Josh Green qui est toujours aussi naïf accessoirement. Mais voilà, il y a eu un peu de déchets à la fin. Je mettrais ça moi aussi sur les 40 minutes. Je pense qu'il tirait la langue aussi, Kyrie Irving à la fin. Donc, on a beaucoup, une nouvelle fois, on a beaucoup appuyé sur notre groupe et sa rotation courte. Pour moi, la défaite vient un peu de ça, malheureusement. Quoi. Il y a cette passe là qui est frustrante dans le clutch time où il se foire totalement et il veut faire une passe à Marshall à l'angle 0 et il l'envoie aux touches. Ça lui ressemble pas. Ça lui ressemble pas. Donc c'était dommage parce qu'effectivement le début de 4e quart-temps c'est du pur Kyrie quand il fait l'enchaînement là qu'ils n'arrivent pas à le stopper, qu'ils prennent temps mort mais qu'il continue. Ça partait trop bien et ouais dans les dernières minutes ça a été trop juste. Après, voilà, comme tu dis, il faut aussi prendre le positif, c'est-à-dire qu'il a été out pendant plusieurs matchs avec une douleur au dos, ce qui peut toujours être sensible. Et puis là, il arrive et il te sort 41 minutes de jeu, plus 30 points. Donc quand même, encore une fois, pour l'objectif long terme, ça reste positif de le voir être revenu à ce niveau-là. Ouais. Et sinon, dans les points, j'ai l'impression qu'on se répète dans chaque émission, mais notre ami Klay Thompson, encore un match un peu sans. Hein, il était fantôme, hein, on le voit pas trop en fait. Il a pris seulement 5 tirs, c'est pas assez pour Klay Thompson. 1 sur 2 à 3 points, 7 points en tout. Il tente le tir à la fin, il hésite, on sent même qu'il n'a pas confiance en lui presque. C'est pas encore un bon match de Klay Thompson. Malheureusement. La fin de 2 tirs à 3 points dans les dernières secondes, là, elle m'a flingué. Hein. C'est genre, mec, t'es ouvert, vas-y, en fait. Et pareil, feinte. Du coup, Miles Bridges est encore plus sur lui. Alors, du coup, le shoot, il est encore plus difficile. Puis, au-delà, exactement comme contre les Pelicans, hein, pour moi, c'est au-delà du tir, en fait. C'est l'attitude globale, c'est l'engagement. Je n'ai pas trouvé un mec engagé. J'ai pas trouvé un mec qui participait beaucoup au collectif. Il a beaucoup joué, il n'a pas apporté grand-chose. J'ai pas regardé le plus-minus, mais il doit pas être brillant, honnêtement. Moins Il 4. est vraiment un peu passé comme un fantôme dans ce match. Hein. C'est ça, c'est vraiment le côté fantôme, quoi. Jouer 30 minutes et avoir fait si peu, c'est quand même très inquiétant. Sur ces paires de balles, sur les 3 paires de balles, il y en a quand même des nuls. Enfin, j'en ai 2 là en tête, notamment, il arrive sous le panier. Il faut juste faire une petite passe, mais d'une facilité déconcertante à Gafford qui est tout seul. Il n'arrive pas à choper ses paires de balles.
C'est très très inquiétant là quand même le cas de Klay Thompson. Je pense qu'il est frustré parce que on n'arrive pas à le trouver forcément non plus comme il voudrait. Donc encore une fois, on verra ce que ça donne quand Lucas sera là, qu'il y aura plus d'ouverture. Mais bon, 5 tirs en 30 minutes pour Thompson, c'est clairement pas normal quand tu vois qu'à côté Washington arrive à en prendre 15, Dinwiddie en prend plus de 10, bah, Thompson il doit en prendre bien plus que 5 tous les jours. Et puis bah, comme Nico a dit, le dernier tir en plus, moi je suis pas contre le fait de le faire rentrer pour la dernière action, ça reste quand même un shooter à 3 points très bon, mais c'est typiquement le genre de mec qui peut dégainer en une seconde. Il aurait clairement dû le faire au lieu de faire sa fin de merde là, qui nous amène ce shoot pourri et la défaite. Donc Thompson, c'est vraiment pour moi été le pire joueur du match. Alors que Dinwiddie, ça partait très mal. Et la deuxième mi-temps, on n'est pas non plus dans du positif. Hein. Mais juste pour revenir des émissions précédentes, on a dit, mec, fait dégonfler les chevilles, redescend. J'ai trouvé que dans la seconde mi-temps, on l'a moins vu en vouloir faire le héros, etc. Plus à distribuer. Et du coup, il y a un petit peu, il y a du mieux quand même par rapport à ce sur quoi ça commençait. Le match reste globalement mauvais, hein, 3 sur 11, 0 sur 6 à 3 points. Voilà. Mais au moins, il y a un petit peu une réaction où je me dis, il a peut-être pris conscience, quoi. Bref, on va chercher du positif là où on peut. Mais... Ouais, je pensais pas que tu allais parler de Dinwiddie là sur ce match. J'allais plutôt le réserver pour le match contre OKC parce que contre OKC, je l'ai trouvé assez intéressant finalement, surtout dans le quatrième quart-temps. Mais là, Dinwiddie, bof quand même. Ah mais non, Globalement, mais le, c'est le un peu match est comme mauvais. Clay. Hein. Je veux juste Ouais, souligner ouais. le changement première mi-temps, deuxième mi-temps, où tu sais, quand vraiment le match il part et tu dis putain, il est reparti à faire le héros, à prendre des tirs de con là. Et en fait, en deuxième mi-temps, ça s'est atténué et il s'est fait un peu plus discret. J'ai dit ok, ouais, je préfère ça que encore plus rager sur lui. Et du coup, bah, on a ragé sur Klay Thompson ou sur d'autres joueurs. Hein, mais bref, c'est quand même pas positif, hein, qu'on soit d'accord. Bon, allez, on va se consoler avec le match contre OKC hein, qui était il y a 2 jours maintenant. Donc là, les Mavs, contre toute attente, hein, réussissent à battre Oklahoma City. Le score 106-98. Une belle victoire. Alors, évidemment, pas de Shai, pas de Hartenstein, et puis Chet non plus, absent pour OKC. Mais tout de même, aller chercher cette victoire, ça fait vraiment du bien, et c'était une belle victoire pour les Mavs. Comment ont-ils fait pour surprendre tout le monde et arracher la victoire contre OKC, Quentin? Bah, déjà, c'est plus facile hein, quand effectivement les pourcentages sont meilleurs. On était à 40% à 3 points. C'était très intéressant, en tout cas, d'avoir cette opposition avec les deux équipes où, globalement, grosso modo, il nous manquait le franchise player d'un côté, le pivot titulaire de l'autre. Ça mettait un petit peu quand même sur un pied d'égalité où tu avais vraiment les deux noyaux qui pouvaient s'affronter, euh, sachant qu'on va peut-être être amené à s'affronter en playoff. Donc je suis vraiment content qu'il y ait eu la bonne dynamique de l'équipe avec un Kyrie Irving qui nous a sorti des stats assez correctes. Et bah, comment ne pas mentionner de PJ Washington, comme d'hab. Il joue au Kessie, il perd pas, c'est tout. Cette année, la seule défaite qu'on prend contre Kessie, bah, il jouait pas, il était pas là. Donc on verra dans 2 jours si on arrive encore à gagner grâce à PJ Washington, ça serait fou. Mais il nous ressort un match, alors pas beaucoup de points, mais 75% au tir, 50% à 3 points. Il nous refait la spéciale au Kessie. Moi, je dirais qu'on va comparer deux matchs qui sont très différents. Mm. Je dirais que le match contre Charlotte qu'on vient juste de voir, c'est un match de saison régulière assez moyen, avec un engagement moyen, avec un intérêt moyen. Le match contre OKC, c'est de la saison régulière, mais il y avait des odeurs de playoff, il y avait une intensité de playoff et il y avait une rivalité de playoff. Ça se voyait dans l'intensité du match, dans les affrontements, notamment PJ Washington qui est toujours effectivement particulièrement engagé de base, mais alors encore plus quand il s'agit d'Oklahoma. Il a retrouvé des grands copains à lui. Hein. Jalen Williams et Lou Dort, on comprend que c'est l'amour fou. Et ça s'est revu. Donc ouais, ça faisait encore plus plaisir de gagner ce match-là parce que là, on a senti toute l'équipe pleinement concernée. D'ailleurs, Klay Thompson aussi. Hein. Pas du tout la même attitude contre Kessie. Il était beaucoup plus engagé, beaucoup plus présent en défense, dans le jeu collectif. J'ai trouvé... il était maladroit, mais au moins, il participait un peu plus au jeu collectif.
Donc c'était pas du tout le même type de match. Tu vois. Ça sort après. C'est bizarre, hein, c'est entre deux matchs. Pelicans et les Hornets, on est quand même dans les fins fonds de la NBA. Et en plein milieu, il y a ce match avec cette intensité qui n'a rien à voir et cette victoire magnifique qu'on va arracher face à une belle équipe qui était effectivement bien diminuée, tu l'as dit, mais il y a quand même un sacré réservoir à OKC. Donc bien diminué, mais ils ont plus de bancs que nous malgré tout. Hein. Oui. Et ça s'est vu. Ils ont confirmé le côté quand même en défense, une équipe vraiment agressive. On perd 17 fois la balle quand même sur ce soir-là. On n'en score que 106, ce qui dans la NBA actuelle n'est pas énorme. Donc on voit vraiment que défensivement, c'est une équipe très solide. Par contre, très intéressant de voir côté OKC, j'aurais pas pensé à ce point. Après, un seul match, c'est pas un échantillon assez élevé, mais en attaque, tu leur enlèves leur superstar. Ils avaient quand même du mal à lancer la machine. Alors, je crois que c'est son premier match manqué de la saison. Mais du coup, il y a eu quand même moins de jeux collectifs, moins de passes décisives et des pourcentages qui descendaient. Je pense que ça va leur faire un axe de réflexion sur comment être meilleur quand Gilgeous Alexander n'est pas là. Nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec tous nos blessés, notre malchance depuis le début de saison, on est plus habitué qu'OKC à devoir faire des matchs sans Kyrie ou sans Luka ou sans les deux, alors que eux, c'est pas le cas. Et je pense qu'ils ont, du coup, ils ont expérimenté pour la première fois devoir jouer sans notre star. Et c'est pas facile. Donc c'est clairement. On en parlait avec Nico, on avait l'impression que Jalen Williams avait fait un beau match, mais quand tu regardes les stats, il est 7 sur 22, donc c'était compliqué. Ouais. Il prenait des tirs très, très difficiles. Dallas a quand même bien maîtrisé l'attaque du Thunder. OKC, seulement 39% au tir. Ouais, on est un peu dans le syndrome quand ta superstar est pas là, et c'est ton numéro 2 qui du coup passe numéro 1, qui va prendre plus de tirs. Mais du coup, il est aussi mieux défendu parce qu'il n'y a pas besoin de défendre un mec à plus de 30 points. Et c'est vraiment, on est timide dans le cliché, tu vois, le 7 sur 22, du 30% à 3 points. Mais voilà, c'est plus dur quand SGA n'est pas là à côté. Et on l'a bien joué. Plus, aussi, c'était une opposition très, très small ball, hein, parce que donc ils n'avaient pas leur. Ça manquait de taille. Et j'ai été étonné du fait que, pour le coup, Gafford, qui nous fait des matchs exceptionnels là, sur celui-là, il a été quand même plus discret. On l'a fait jouer que 20 minutes. Et c'est plutôt à Maxi qu'on a donné plus de minutes que ce soir ou à Najee Marshall aussi. Mais ça me semble plutôt logique en fait, honnêtement, vu l'opposition, Maxi était plus nécessaire à mon avis que Daniel Gafford. Enfin, l'alternance était intéressante, justement d'avoir un 5 un peu plus fuyant comme Kleber et d'avoir un profil de vrai pivot traditionnel comme Daniel Gafford. C'était bien de pouvoir alterner. Donc là, je pense que Maxi, je l'ai trouvé d'ailleurs vraiment pas mal. Notamment dans l'intensité défensive qu'il a pu apporter face aux buffles en face, parce qu'il y a quand même une collection de buffles. OKC, c'est impressionnant. Moi, un autre truc qui était marquant aussi, c'était la différence, et ça se ressort quand tu mates les stats. Je pensais que c'était même encore plus fort. C'est le jeu en contre-attaque. Au final, les Mavs mettent 22 points en contre-attaque quand OKC n'en met que 2. Ce qui était... J'ai vu ça à la fin, et effectivement, ça m'a explosé aux yeux. On a vraiment été bien dans le jeu rapide. On a bien exploité du coup le jeu offensif quand OKC ne se replie pas. Parce que quand cette équipe est pleinement repliée en défense, c'est compliqué quand même. Hein. C'est très physique. Ils ont tous des longs bras. On l'a vu d'ailleurs en troisième quart-temps quand les Mavs se font d'un secours monté. On a l'impression que le OKC a appuyé sur le bouton de l'intensité défensive. Là, ils ont appuyé très fort et que les Mavs ne réussissaient plus à mettre un seul panier. Il fallait un exploit extraordinaire pour mettre un panier. Donc, ils font quand même flipper. On gagne, c'est super, c'est inattendu. Malgré les configurations d'équipes diminuées, c'est super de gagner ce match. Ils ont fait peur quand même quand ils ont appuyé sur l'intensité défensive max là. Et effectivement, limite parfois, une nouvelle fois, Lou Dort et Jalen Williams quand même qui met un joli coup de coude à PJ Washington. Il n'y a pas grand-chose qui est sifflé à part une faute lambda. Mais on a trouvé une belle intensité défensive une nouvelle fois, parfois limite à OKC. Mais bon, c'est le jeu quand même. C'est vrai que c'est quand même fou d'avoir perdu donc 17 fois la balle, ce qui est classique avec OKC, qui est très agressif, mais de manger que, tu vois, je pensais même pas qu'on avait pris que 2 points en contre-attaque. Ça, c'est quand même très bien. C'est-à-dire que même quand tu la perds, il y a aussi des pertes de balles qui arrêtent le jeu, donc ça compte pas, mais même quand tu perds la balle, tu arrives quand même à bien revenir en défense pour pas encaisser. Ça, c'est quand même un point positif aussi qu'il faut souligner parce que face à une équipe contre OKC,
très agressif et très bon en contre-attaque, bah, c'est bien de savoir s'armer contre ça. Ouais, le scénario du match était assez extraordinaire, hein, puisque dans le deuxième quart-temps, les Mavericks marquent 41 points, alors que OKC n'en marque que 17. Et à la fin de la mi-temps, les Mavs sont à plus 20. Et puis dans le troisième, c'est la défense d'OKC qui se réveille. Les Mavs marquent seulement 14 points contre les 33 d'OKC. Et ils reviennent bien sûr dans ce troisième quart-temps. Les deux quart-temps complètement opposés. Et donc ce scénario un peu incroyable des Mavs. Mais dans ce deuxième quart-temps, c'était quand même incroyable que les Mavs ont réussi à faire déjouer le Thunder et créer des interceptions. Perte de balles, il y en a pas mal pour OKC. Il y en a 8 pendant ce deuxième quart-temps contre 0 dans le troisième. Plus de la moitié des pertes de balles du match, on les a fait dans le deuxième quart-temps. La différence se fait pour moi quand même elle se fait dans l'engagement défensif des Mavs. Hein. Sur ce match-là, ils avaient bien compris qu'ils ne peuvent pas jouer à moitié, en fait. Alors, exactement le sentiment que j'ai eu en regardant le match contre les Hornets, là. Il y avait un engagement de tous les instants, ça s'est vu, et de tout le monde. Ce que je n'ai pas ressenti contre les Hornets. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence. Tous les joueurs qui étaient sur le parquet, globalement, étaient engagés défensivement, Klay Thompson compris, ce qu'on n'a pas retrouvé là. Donc... Le positif de tout ça, c'est de te dire, quand on est grand match, la grande adversité, tu sais que l'équipe va pouvoir probablement tirer le niveau de jeu vers le haut. Ce qui est frustrant avec la défaite là, c'est de te dire quel gâchis, quoi. T'as pas le droit de gagner le match avec OKC pour ensuite lâcher contre les Hornets, qui était à 10 victoires, je crois. Hein. Ça fait mal. Ouais, et avant, tu lâches. J'ai envie de leur dire, les mecs, tanquez, c'est fini, vous allez rien gagner, perdez ce match, ça sert à rien. Ouais. La mission Cooper Flag, une nouvelle fois. Essayez pas de gagner des matchs, ça sert à rien. C'est vrai que si tu nous avais dit Pelicans, Thunder, Hornets, il va avoir une seule victoire. À votre avis, c'est laquelle On n'est pas beaucoup à te dire. C'est le Thunder. Mais le fait on va prolonger la logique. Hein. On va gagner contre Boston. Hein. Non, quitte à perdre contre les Hornets et les Pelicans, on peut gagner contre OKC et Boston. Hein, quitte à vraiment faire les choses à l'envers. Exactement, non, ça serait bien. Un dernier point, les gars, sur ce match contre OKC, c'est cette fin de match avec Dinwiddie et Marshall qui ont quand même pris le relais là dans le clutch. Oui. Ils marquent 12 points de suite. Il faut quand même le citer que ces deux joueurs-là, on est suffisamment tombé sur Dinwiddie l'épisode précédent pour quand même remarquer qu'il prend ses responsabilités à la fin des matchs et qu'il a été bon en cette fin de match de OKC. C'est grâce à lui que les Mavs gagnent. Et Najee Marshall, il faut aussi citer sa performance. Elle était très bonne, très complète en fait pendant tout le match. Donc ces deux joueurs, j'aimerais que vous en parliez un petit peu. Tu veux commencer par qui, Nico? Moi, je vais parler de Najee Marshall parce que je n'ai pas spécialement envie de parler d'Inwoody. Sinon, je rajouterai un tout petit truc. Vas-y, Najee Marshall. La polyvalence de Najee Marshall qui s'est encore vue. Alors, je mets de côté le match contre Charlotte où je n'ai pas regardé encore les chiffres exacts. Mais il enchaîne quand même un match à 10 rebonds, un match à 10 passes. Et là, il était une nouvelle fois présent des deux côtés du terrain. Très engagé défensivement, créateur, bon passeur, présent en rebond. Étonnamment, vraiment plutôt fiable à 3 points, parce qu'il a eu quand même pas mal d'opportunités quand Casey a doublé sur Kyrie, il se retrouvait souvent dans le corner, il a eu une certaine réussite. Donc, moi, clairement, un grand match de Najee Marshall une nouvelle fois. Et puis pour moi, il doit être dans le 5 majeur. À un moment là, si on est au mérite, ça devient de plus en plus pour moi une hérésie qu'il sorte du banc. Quoi. Alors, c'est bien pour dynamiter le banc, hein, mais logiquement, il doit être dans le 5 majeur. Et ce match ne fait que renforcer ce constat-là pour moi. Moi, ça m'a fait du bien quand même de le voir à 3 sur 5 à 3 points parce que ces derniers matchs, on avait perdu, et c'est logique, hein, la belle adresse qu'il nous avait montrée sur le début de saison. Et là, donc, c'était cool de le voir à nouveau être à plus de 50% au tir. Il mérite effectivement d'être dans le 5 titulaire. Et cependant, par exemple, tu l'as dit aussi, je ne sais pas si, quand notre équipe est au complet, si c'est pas mieux, effectivement, de l'avoir en élément qui sort du banc. Parce que, comme tu l'as dit, il apporte de la création. Donc, il y a un peu le côté un peu bâtard effectivement, il mériterait d'être titulaire, mais je pense vraiment que ça a plus d'intérêt de garder Klay, qui t'a diminué les minutes dans le 5 de départ, et d'avoir Najee Marshall dans la second unit
avec Grimes. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ce soir, il nous manque Grimes, hein, qui aurait pu faire beaucoup de bien et amener de l'adresse à 3 points. Enfin bref, du coup, c'est cool pour Naji Marshall. Et j'avoue que c'est 10 rebonds après les 10 passes, alors que là, aujourd'hui, enfin, contre le Thunder, il fait qu'une passe. C'était aussi... voilà, c'est marrant avec lui, ça sort un peu de nulle part, mais c'était cool. Et pour Dinwiddie, oui, il faut quand même en parler parce que c'est vrai qu'on est toujours les premiers, les fans des Mavs, on est quand même assez sévères avec lui dès qu'il fait des erreurs et a raison quand même à sortir la sulfateuse. Il a un peu le syndrome Tim Hardaway Jr. où, je sais pas comment dire, mais très vite on s'énerve contre ce joueur. C'est-à-dire, il rate 2 shoots, tu te dis mais j'en peux plus, faut qu'on le trade celui-là. Alors que si Kyrie on rate 2, tu vois, c'est t'inquiète bébé, tu vas en mettre un. Et par contre, quand il fait des grosses perfs, on oublie un peu. Donc là, oui, il nous sort une belle perf, le 4 sur 9 à 3 points et la fin de match nous aide vraiment à gagner. Hein. C'est pour ça qu'il continue à avoir un nombre de minutes important avec nos absences. C'est parce que c'est le type de joueur qui peut nous apporter des scénarios de victoire comme ça. Donc, En fait, c'est le type de joueur qui ne doute pas. ah oui. C'est-à-dire que tu lui donnes le ballon à la fin du match, au moins il a ce mérite, c'est qu'il n'a pas peur et il va prendre les shoots. Et alors que peut-être que d'autres ont un peu plus tendance à douter. Et donc, c'est quand même important, ça, la confiance. Ouais, je nuancerais juste un poil. Je ne suis pas vraiment fondamentalement d'accord sur le côté il nous fait gagner le match. Bon, effectivement, il met un 3 points important. Après, il enchaîne. Il reste 50 secondes dans la possession. Enfin bon, il prend des shoots à 3 points. Je lui dis, mais pourquoi tu tires aussitôt? En fait, il te reste 15 secondes, va gratter le temps. À la limite, le temps est plus important que le score. Et vu qu'il est ouvert, mais après, qu'est-ce que je te dis? Il est ouvert, il met dedans à 3 points, voilà, il fait gagner le match. Ouais. Logiquement, tactiquement, tu dis pourquoi tu prends ce tir, mais à partir du moment où tu le marques, écoute, il ferme toutes les bouches et la met en premier. Donc, bravo, hein, très bien. C'est ça. Mais ça aurait pu très vite se transformer en nouvelle disaster class de Dinwiddie et une colère généralisée pourquoi tu tires, mec, de toute la fanbase. Tu sais, d'habitude, ce genre de moment, on l'a avec Luka quand il prend des step back free, on en a marre. Ouais. Tu fais non, mais bon, c'est le franchise player une nouvelle fois, tu vois. Voilà, c'est que exactement. Nous, on a un contrat minimum vétéran qui garde la balle et il reste 15 secondes et tu dis mais pourquoi tu t'emballes? Et bon, après ils le mettent. Voilà, Exactement. Et bon, au final, voilà, victoire fait vraiment du bien parce que dans cette spirale un peu compliquée avec toutes les absences là, il nous fallait une victoire qu'on pensait prendre contre les Pels ou les Hornets. Bon, une victoire, c'est une victoire, donc on la prend face au Thunder et voilà. Avant de clore ce chapitre là, sur ce match contre OKC, j'aimerais qu'on parle de PJ Washington. Donc 7 minutes avant la fin du deuxième quart-temps, une petite provocation sur c'est Lou Dort, je me rappelle plus sur qui il fait, mais donc il y a une faute, enfin il se bat, Lou Dort, il se bat pour la balle, il y a une faute et là discrètement il se met au-dessus avec ses yeux un peu endormis là, il reste, c'est un peu sa façon là de provoquer l'adversaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette, bon, il prend une tech, hein, il prend une faute technique sur ça, mais est-ce que ça a réveillé les Mavs d'ailleurs, parce que derrière les Mavs font un gros run. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces petites provocations qu'il fait là? C'est juste une rivalité OKC-Dallas? Je sais pas si c'est provocation. Moi, je l'ai pas vu comme une provocation. Je pense qu'il se plaignait un peu de Lou Dort. Qu'enchaînait, en fait, il disait de Lou Dort, qui est à la fois très très physique, qui est limite sur les contacts, et puis qui avait floppé une ou deux fois avant, qui s'était un peu gentiment laissé tomber cette grande masque de muscles. Donc voilà, c'était sa façon de lui signifier le truc, quoi. Donc dans un match un peu théâtral et dans l'adversité qu'il y a entre OKC et Dallas, c'était cool. Bon, ils l'auront bien rendu en deuxième mi-temps, hein, notamment Jalen Williams, hein, donc je vais pas pleurer non plus. Hein. Ouais, moi je trouve que c'est le PJ qu'on connaît, c'est le même PJ qui a fait vous voyez pas, vous avez pas la vidéo, mais qui croise les bras contre les Clippers, qui hausse les épaules. Là, il a fait exactement pareil. Il s'est mis un petit peu en bougeant les épaules face à Dort. C'est vraiment en mode alors t'es par terre, toi, hein, tu vois. Enfin, je pense que c'est dans c'est en lui, quoi. PJ Washington, il est comme ça, encore plus évidemment en playoff. Et là, vu que OKC, on sait qu'il y a une vraie rivalité, il monte son intensité et du coup, il est comme ça. Parce que d'ailleurs, mini parenthèse, mais il y a un truc, et je pense que peu de gens le savent, hein, mais il y a une sorte de... Enfin, la rivalité continue parce que quand on avait gagné chez eux, etc., on avait mis une certaine musique, je m'y connais pas trop en rap américain, une certaine musique dans les vestiaires avec des paroles par rapport au fait qu'on les battait ou je sais pas quoi. Et en fait, cette saison, à chaque fois quand l'équipe est venue jouer chez l'autre, il mettait l'équipe à domicile mettait cette musique à fond, tu vois. Et là, il l'avait refait les Mavs. Voilà, c'est ça.
C'est ça. Et là, du coup, les Mavs avaient refait et du coup, ils en parlent en après-match. Enfin, tu sais clairement qu'il y a une vraie rivalité qui est en train de naître. Et du coup, c'est pas des matchs comme les autres. Et je pense que le match qui arrive là dans quelques jours, il y a grandement moyen que, on se prenne une pilule, et deux, C'est possible. et deux, qu'on voit des mouvements un peu comme ça, ça va provoquer, il barre de l'intensité, quoi. Ça va être cool. Moi, ce que je retiens, hein, c'est quand même, c'est que, on est capable de taper OKC, même en étant avec une équipe diminuée, ça fait du bien, hein, parce que on ne fait que observer la montée en puissance d'OKC, donc on est quand même capable de les taper, ça peut arriver. Deux, ça me confirme aussi que j'ai pas envie de les jouer tout de suite, hein, pour les playoffs. On va attendre un petit peu, hein. Si on peut éviter de se les jouer direct, ça nous ferait du bien. Et d'ailleurs, nous sommes la seule équipe qui a battu OKC 2 fois. Ok les gars, merci pour cette, cette analyse là du match contre OKC. On va passer sur les petites trades, les rumeurs de trade là. Il y a des choses dans les médias là, récemment sur un certain joueur chez les Mavericks qui serait possiblement sur le départ. En tout cas, Nico Harrison essaye de voir ce qu'il peut essayer de récupérer pour Daniel Gafford. On était un peu étonnés que ce soit lui qui soit cité, hein. Pour nous, c'était un joueur qu'il faut absolument garder. Pourquoi est-ce que Gafford, tout d'un coup, est possiblement sur le départ? Alors, déjà, je vais mettre quand même des immenses guillemets sur ces rumeurs, parce qu'il n'y a pas de source, enfin, de ce que j'ai vu, après, peut-être il m'a manqué des trucs, mais des sources vraiment internes Mavericks, côté Mavericks, j'ai pas vu l'info sortir. J'ai vu effectivement sur Twitter, sur certains comptes, mais pas du Mark Stein ou du McMahon. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment tempérer pour l'instant à quel point est-ce qu'on l'a vraiment mis sur le marché ou quoi. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a vraiment quelque chose de très intéressant pour Nico Harrison, notre plus belle pièce que Nico Harrison est prêt à échanger, je pense que c'est Daniel Gafford. Parce que je pense qu'il est prêt à lâcher Gafford si le package est très bon, alors qu'il n'est pas prêt à lâcher PJ Washington, ou alors il faut un vrai All-Star, quoi. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que la vérité est là, Ouais. mais je pense vraiment que pour l'instant, on n'est pas en train de chercher à l'échanger activement. Après, voilà, c'est le jeu de la trade deadline, hein. Après, c'est aussi tout est dans la formulation, hein. Il n'est pas intransférable. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens. Il n'est pas intransférable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que tu cherches à le dégager. Ça veut juste dire que j'écoute. Si tu as une très belle histoire à me raconter, j'ai les deux oreilles grandes ouvertes et j'écoute ce que tu veux me proposer en sachant que tu as intérêt à me donner du très sérieux pour compenser potentiellement le départ de Daniel Gafford. Mais bon, une nouvelle fois, rien n'est fait, hein. Ce qui est certain, c'est qu'après, hein, c'est mathématique, hein, pour avoir quelque chose de sérieux, de toute façon, il faut que tu envoies en face, hein. Faut que tu envoies en face, et envoyer en face, c'est du joueur, et puis c'est du premier tour de draft très probablement, si tu veux du très sérieux. C'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la valeur de Daniel Gafford, elle augmente là, ces derniers matchs. Et là, il représente Daniel Gafford plus nos first round picks. Ça représente une vraie valeur dans un trade. Je viens de retrouver du coup l'info qu'a dit Mark Stein, donc pour le coup, qui est un insider fiable côté Mavericks. Il a dit c'est une erreur de suggérer que les Mavs essaient de trader Daniel Gafford. Donc je pense vraiment qu'on est dans le truc. Il serait prêt à l'échanger s'il y a une belle offre, mais on n'est pas en mode. Tenez, qui veut Gafford? Je pense voilà, on en est dans cet entre-deux-là pour notre cher pivot remplaçant, titulaire, comme vous voulez. Parce que Nico Harrison avait fait le déplacement à New Orleans la semaine dernière. Et donc, les rumeurs, c'était qu'il y aurait peut-être un échange entre Herb Jones et Daniel Gafford. Est-ce que ça vous convient pour les Mavericks? De toute façon, c'est un peu toujours les mêmes rumeurs qui restent là, hein. Globalement, c'est des équipes très faibles cette année, qui ont des joueurs à potentiel. Donc Herb Jones, c'est très régulier. Je ne sais pas pendant combien de temps. On comprend que les Pelicans ont envie de le garder, qu'ils ont plutôt envie de se débarrasser probablement de Zion, Brandon Ingram. Là, aujourd'hui encore, je lisais Javonte Green côté Pelicans. Donc, bon, ça parle à un moment aussi, ça en parle plus d'ailleurs, c'est très bien des Washington Wizards avec quelques joueurs qui peuvent éventuellement quitter le navire, dont personne ne veut, dont un peroxydé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, ouais, ça tourne un peu en boucle. Après, tout est une question de stratégie des Pelicans. Honnêtement, je vois pas trop.
Ouais, je vois pas trop leur intérêt à récupérer Daniel Gafford, Ouais. sauf si effectivement on balance du premier tour de draft, mais même c'est pas si intéressant que ça un Ou, premier tour de draft ou des trade à Mavs 3. 2000. Trade, Ouais, voilà, trade à ça arrive 3 peut-être avec sans une doute. équipe qui pourrait être intéressée. En tout cas, le fait que les Mavs soient intéressés par Herb Jones, par contre, ça a été plus confirmé par des insiders côté Dallas, que Dallas est vraiment effectivement bien intéressé par Herb Jones, mais par contre que pour l'instant, Nola ne serait pas intéressé. Ce qui veut dire en fait, monter le prix, quoi, si vous le voulez. Mais il y a effectivement, je pense, un intérêt qui fait sens pour Herb Jones. Donc à voir ce que va décider Nico Harrison. Après, je pense que Herb Jones, de toute façon, il a les qualités. Tu as au moins une dizaine d'équipes NBA qui sont intéressées par son profil. Donc, Oui. c'est pas très surprenant non plus que les Mavericks soient intéressés par un 3-4 polyvalent, fort défenseur, capable de scorer certains soirs. Bah voilà, effectivement, pas une grande surprise. Hein. C'est un peu comme Valanciunas, tu vois. C'est à peu près toute la NBA qui s'intéresse à lui, à son profil de pivot remplaçant et à un contrat qui est relativement sympa. C'est pas illogique que ça intéresse. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui intéressent Dallas? Ou alors, plutôt, est-ce qu'il y a des rumeurs sur d'autres joueurs? Je pense notamment à, par exemple, Jordan Clarkson. Est-ce que ça, c'est confirmé? Il y avait quelques rumeurs là-dessus, que les Mavs seraient intéressés. Ça, j'avoue que de mon côté, j'ai pas trop vu. Après, là, j'étais pas trop sur les rumeurs de trade cette dernière semaine, donc c'est possible. Mais en tout cas, c'est pas sorti côté McMahon ou Mark Stein, mais je suis pas sûr à 100%. Mais tu l'as vu sur quoi Juste un truc, je sais pas la véracité du truc, difficile à dire. Ce qui est certain, par contre, si on prend Jordan Clarkson, c'est pas pour dégager Daniel Gafford. Hein. Ah oui, oui. C'est clairement pour moi claqué dans la cible. Hein. Ce serait ça l'idée. Après, ce qui serait logique aussi, c'est que le Jazz appuie encore plus sur le bouton tanking et dégager Jordan Clarkson, ça irait dans cette direction-là. Véracité ou pas, j'en sais rien. Moi, je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi il est toujours encore au Jazz, ce mec. Ça fait plusieurs saisons, je pense qu'ils auraient pu en tirer quelque chose, mais bon. Donc, non, en tout cas, on en a parlé d'ailleurs dans la dernière émission où je pense qu'on n'est pas trop pour aller chercher ce type de profil. On a déjà une équipe super forte. Si vraiment il y a un profil à faire venir, c'est un 4. Et c'est tout. Sinon, le reste, l'équipe me va bien quand même. Ok, donc rien d'autre à dire sur des potentielles rumeurs ou sur les Mavericks. Pour l'instant, non, il n'y a vraiment eu rien de concret. Alors, s'il y a un truc qu'on peut dire, du coup, c'est que on a l'air concrètement de ne pas du tout être intéressé par Jimmy Butler. Par contre, notre nom n'est jamais sorti ces derniers temps. Donc ça, je dirais que c'est plutôt cool, hein, parce qu'il y a quand même un couillon dans l'histoire qui va récupérer Bradley Beal. Et ça, je suis bien content que ce soit pas nous. Bon, il y a eu quand même un mouvement là cette semaine, la nouvelle sur notre ami Dennis Smith Jr. Il y a une petite histoire qui est jolie puisqu'il retourne en Europe, Nico. Ah, il retourne pas en Europe, il va en Europe, mais pour la première fois, il traverse l'océan. Ouais, mais je trouve que c'est une histoire qui est à la fois cool et pas cool pour lui. Il est pas cool parce qu'il quitte la NBA, mais je pense que c'était le moment. Cool après parce qu'il va au Real Madrid. Donc symboliquement, lui qui a été drafté juste avant Luka et qui du coup va dans l'ancienne équipe de Luka en Europe. L'histoire, joli clin d'œil de l'histoire. Puis il va retrouver aussi des joueurs NBA, notamment Mario Ezonja avec lequel il avait joué au New York Knicks. Et il va retrouver aussi des anciens, il y a Serge Ibaka et Facundo Campazzo au Real Madrid. Donc je suis content pour lui qu'il retrouve un peu un terrain de basket et aussi très curieux de voir ce qu'un profil comme Dennis Smith Jr., qui peut être gros scoreur, qu'est-ce qu'il est capable de faire en Europe. Moi, un grand point d'interrogation. On voit Kendrick Nunn là, qui est, j'allais dire, fait un massacre en Europe, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui est un gros performant. Curieux de voir ce qu'il va faire Dennis Smith Jr. dans un contexte européen comme ça. Très bon parallèle, ouais, effectivement. Il y a moyen qui s'éclate et je pense vraiment que tu as des joueurs qui peuvent avoir une seconde carrière dans un vrai championnat. Enfin, l'Europe, pour le coup, ils peuvent vraiment s'épanouir et c'est tout ce que je lui souhaite parce qu'on est quand même, je pense, les fans des Mavs, on a tous une attache avec Dennis Smith Jr. parce que correspond à cette période un peu de renouveau fin de Dirk Nowitzki où on avait des vrais espoirs en lui et avec le duo avec Luka qui a dû se séparer pour des bonnes raisons, hein, mais du coup on l'a tous un peu dans notre cœur. C'est pour ça que d'ailleurs on en parle alors que
qu'on en parle ce soir. Et du coup, je lui souhaite vraiment tout le meilleur, qu'il apprenne l'espagnol et qu'il se régale là-bas. Bon, les gars, cette défaite contre Charlotte, elle est quand même hyper frustrante parce que le reste de la semaine va être assez compliqué. On a un match mercredi à la maison contre Minnesota, ensuite un déplacement en back-to-back, hein, donc jeudi contre le Thunder, la petite revanche, et puis ensuite on a Boston qui vient à Dallas samedi, donc les trois matchs à venir là, ils sont compliqués. Est-ce que les Mavs vont réussir à en choper un, peut-être, un des trois? Ah ouais, bien sûr, ils vont faire exactement comme ce qui s'est passé contre OKC, c'est-à-dire qu'ils vont nous surprendre une nouvelle fois. Dans le mauvais bon sens, ça dépend comment tu vois la chose. Est-ce que SGA va jouer jeudi contre Dallas, ou on sait pas encore? Oui. Il a rejoué là. Donc c'était vraiment une petite maladie il a qu'il a eu contre nous. Donc normalement, il va jouer. Donc on va être chez eux. Ils vont être normalement, enfin au complet. Ils vont récupérer SGA. Donc celui-là, je pense vraiment que celui-là, il va faire mal. Hein. Celui que je nous vois prendre quand même, enfin, s'il y en a un qu'on prend, hein, c'est les Wolves. Mais pour ça, il faut que Lively revienne. Hein. C'est sûr. Je pense que si Lively revient pas, les Wolves on le perd. Et le Thunder et Celtics, pour moi, on les perd aussi d'entrée de jeu. Je sais que les Celtics traversent une période compliquée, mais ils ont quand même aucun blessé, enfin, à part en joueurs qui jouent pas, quoi. Mais sinon, tous les joueurs qui jouent sont présents. Et surtout, il y a le côté un peu revanche des finales NBA. Je pense vraiment ils vont le gagner. J'espère de tout cœur me tromper. Hein. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un 0-3 sur les 3 prochains matchs. Et dans ce cas-là, ça nous amène à le début du mois de février qui est plus clément, où là, il faudra enchaîner par contre face à les adversaires faibles, sans aucune excuse, en espérant avoir des nouvelles positives de Luka rapidement. Parce qu'au contraire, on a appris là que Dante Exum, il n'est pas prêt de revenir. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour nous. C'est Jason Kidd qui l'a déclaré aujourd'hui. Il a recommencé à tirer, mais il n'est pas encore prêt je ne suis pas encore prêt à vous donner une date de retour. Moi, je vais être positif, Quentin. Je vais être positif et je vais sortir ma boule de cristal. Et ma boule de cristal me dit qu'on va taper les Wolves à domicile. J'y crois fondamentalement. Yes, ça me va. Et ma boule de cristal me dit qu'on va arracher une victoire contre Boston aussi. Il faut y croire, il faut être en plus là, ça nous fera le prochain Audimavs, on sera très heureux si c'est le cas. Je signe. Ça serait bien de balayer un peu ce vent négatif de défaite de merde. Ça nous arrangerait un petit peu. Ouais, totalement. En plus, ce match contre Boston, donc c'est 5h30 heure de Dallas, Ouais. donc ça fait du minuit 30, c'est ça? 23h30. 23h30. 23h30 chez nous. Donc, c'est un samedi soir. Donc, si vous n'êtes pas de sortie, ça fait un match à horaire regardable quand même. C'est un beau match quand même. Hein, ah oui. Même si les deux équipes sont pas au sommet de leur basket, ça rappelle des souvenirs, pour nous pas si sympa que ça, mais ça rappelle des souvenirs de finale NBA quand même. Bah, totalement. Donc bon, si on peut avoir juste Exum et Doncic d'absent, bon, pourquoi pas. Mais alors, il faudrait un Kyrie de gala et puis à côté que ça artille à 45% à 3 points. Mais vas-y, on va y croire. Bon les gars, merci pour ce 25e Audi Mavs, et chers auditeurs, si vous voulez nous encourager, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur votre plateforme audio préférée, voire les deux. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci à tous. Salut tout le monde. Salut les amis, à bientôt.